Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui, le jeudi 28 mars 2024, juste avant Pâques. On est super content d'être avec vous aujourd'hui. Notre webinaire qui s'intitule Chez le Parkinson, mais le Parkinson ne m'a pas. On a l'honneur, on est très content que Madame Yolande Crépeau a accepté de faire un témoignage pour nous aujourd'hui. Et juste pour vous dire que Madame Crépeau, c'est une personne que j'estime beaucoup et je suis très contente qu'elle ait accepté encore une fois. Bonjour Madame Crépeau, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonjour, Madame Baudouin. Alors, juste pour vous donner une brève description de Mme Crépeau, c'est elle a été infirmière pendant presque 40 ans. Et puis, elle a travaillé dans des blocs opératoires dans différents centres hospitaliers au Québec. Elle a reçu officiellement son diagnostic de la maladie de Parkinson en 2008. Alors, aujourd'hui, elle nous offre son témoignage, son vécu. Elle va nous donner des idées, des moyens pour comment bien vivre avec la maladie de Parkinson. Vous voyez aussi à l'écran Madame Hélène Deutsch. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous avez probablement déjà vu Hélène. Elle est très impliquée dans la communauté de Parkinson. Vous me corrigez, Hélène, si je vais te tutoyer parce que je te connais encore plus, dans le sens que Hélène, elle a quelque chose en commun avec Madame Crépeau, c'est qu'elle a été infirmière aussi, puis elle a aussi la maladie de Parkinson. Hélène elle nous a fait, elle nous a fait un beau webinaire. C'était au mois de novembre, Hélène, l'année passée, je crois, sur la constipation. Alors, vous pouvez aller voir son webinaire qui est diffusé et rediffusé sur YouTube. Et puis, pourquoi elle est ici aujourd'hui, c'est qu'elle va être en support de Mme Crépeau. Et puis, ben, encore une fois, merci. Euh, Madame Crépeau va nous, avant que je laisse la parole, Madame Crépeau va nous faire son témoignage. Et puis, par la suite, il va y avoir une petite période de questions, dépendamment du temps que le témoignage prendra. Et à la fin, ben, je ferai comme d'habitude, je ferai l'annonce des prochains webinaires pour le mois d'avril. Alors, je vous souhaite de bien apprécier ça. Asseyez-vous confortablement et Madame Crépeau, on est à vous tout à 100%. On vous écoute, on a bien hâte d'entendre votre témoignage. C'est à vous de parler. Mais merci beaucoup. D'où que vous soyez, bonjour. Bienvenue à cette causerie. J'ai le Parkinson, mais le Parkinson ne m'a pas. Premièrement, je veux vous dire que je ne suis pas une spécialiste du Parkinson et que ce n'est pas mon métier de faire des causeries. Cependant, je vis avec le Parkinson quotidiennement. Moi qui avais une mémoire phénoménale, j'ai eu à faire un deuil très difficile là-dessus. J'avais une amie qui me taquinait, elle disait, toi, tu avais sûrement une grande mémoire. Je disais, oui, ben, c'est pour ça que ça te fait de la peine de ne plus l'avoir. Elle dit, moi, j'en ai jamais eu, fait que ça me fait pas ça ne fait pas de peine d'en perdre. C'était très philosophique, son affaire. Mais maintenant, je prends des notes qui sont devenues mes amies. En ce sens, je suis ravie de les partager avec vous. Donc, soyez indulgents pour la suite de l'histoire. Et au cas où les cordes vocales me feraient faux bond et que j'aurais quelques difficultés à m'exprimer, ce qui est fréquent dans la maladie de Parkinson, Hélène Deutsch a accepté de me servir de parachute et je la remercie beaucoup. Comme
Madame Baudouin l'a dit dans l'intro, je suis à la retraite du métier d'infirmière que j'ai adoré. Si ça n'avait pas été à cause du Parkinson, je pense que je le pratiquerais encore tellement j'ai adoré mon métier. Au point de vue physique, j'étais très active. Je faisais des exercices tous les jours avec des problèmes d'arthrose cervicale et lombaire que j'ai depuis longtemps. Je n'avais pas le choix d'en faire si je voulais pas ankyloser. Au point de vue psychologique, j'étais une personne enjouée, joyeuse, spirituelle avec beaucoup d'humour. Mais j'avais ce que j'appelle la maternitude très développée. C'est un mot que j'ai inventé sur la maternitude. J'avais un cordon ombilical euh, gros comme ça, ce qui faisait que je me souciais beaucoup des gens qui m'entouraient. C'était bon dans certaines circonstances, comme avec les patients et les enfants, mais dans d'autres cas, ça l'était moins. Certains amoureux n'aimaient pas que je les materne. Ça faisait trop de mère dans notre relation. Je l'ai compris plus tard, ça. Je suivais aussi des cours de toutes sortes, en passant par le ballet de jazz, la décoration intérieure, la couture, la peinture, la cuisine nouvelle. Je suivais des conférences sur la croissance personnelle, sur la spiritualité, et j'en passe. Je lisais beaucoup sur ces mêmes sujets. En ce qui a trait à la maladie de Parkinson, j'ai eu le premier symptôme en 2002, avec le tremblement d'une main, lors d'une crise d'arthrose cervicale majeure que j'ai eue, je m'en souviens très bien, pendant les funérailles de la mère d'une amie. C'était le 2 août 2002 et j'étais assise en face d'une horloge qui était marquée 10h10. Alors, on n'oublie pas son premier symptôme d'habitude. Puis ça revenait sporadiquement, mais pendant 3 à 4 ans, après ce premier épisode, l'apparition des tremblements s'est rapprochée. Étant donné qu'à l'endroit où je travaillais à ce moment-là, nous avions à faire beaucoup d'assistance chirurgicale. Il n'y avait pas de résident. Le tremblement de la main était nuisible. C'est bien entendu, hein? Alors j'ai décidé de consulter. Dans ma famille, il y avait pas quelques personnes, il y avait plutôt quelques personnes qui avaient des tremblements essentiels. Et j'espérais donc qu'on m'annonce ce même diagnostic. La neurologue que j'ai vue m'a dit, sans préambule et sans ménagement, ou bien vous avez un cancer au cerveau, ou bien vous avez le Parkinson. Ça s'est avéré être le Parkinson. Mais je me suis dit que je ne voulais pas de cette neurologue qui montrait aucune empathie pour ses patients. Et grâce à ma médecin de famille, j'ai réussi à m'en trouver une excellente par la suite. Comme quoi la synchronicité ou le hasard, c'est spécial. Mon médecin avait envoyé le fax un mercredi 21 décembre à la nouvelle neurologue. J'ai eu un téléphone le jeudi, le 22 décembre, parce qu'il y avait un rendez-vous le lendemain matin qui était cancellé et elle m'offrait d'aller à ce rendez-vous. Je suis allée, hein, je ne me suis pas fait prier, j'ai accepté. Et ça s'est réglé dans 3 jours. On sait que la relation entre un thérapeute et son patient est essentielle pour la guérison, ou du moins pour une évolution harmonieuse. Avec la confirmation de la maladie en 2008,
J'ai vécu une phase zen, une lune de miel, comme on dit dans le langage parkinsonien. Là, je prends un petit coup d'eau. Comment ça se traduisait? Je parlais à mon corps et à mon cerveau. Je leur disais de rester tranquille, d'être calme. Et ça marchait. Les tremblements disparaissaient. Je ne faisais pas rien que le dire, là. Je prenais le temps de m'asseoir, puis de leur calmer calmement. C'est pas à l'intérieur de deux tremblements que j'ai resté tranquille, là. C'est... En 2010, après un séjour de 48 heures à l'urgence de l'hôpital pour une raison de trouble gastrique, j'en suis ressortie avec une diarrhée rebelle, genre c'est difficile, qui a duré 7 semaines. Inutile de vous dire que j'ai beaucoup perdu de poids. J'en ai perdu de partout. La face m'a tombé, les fesses m'ont tombé. Je passais devant les miroirs, puis je pas mêlant, je me faisais peur tellement. Tout était, tout était tombé. Je me reconnaissais plus. Mais j'ai perdu aussi à travers durant cet épisode-là, là, le contrôle que j'avais sur les tremblements. Ça marchait plus même de leur parler. C'est alors que j'ai accepté de prendre des médicaments pour les arrêter. Ma neurologue m'a parlé de groupes de personnes vivant avec cette maladie qui se réunissaient dans différentes activités. Je ne voulais rien savoir. Je refusais de prendre part à ces regroupements. En voyant les autres parkinsoniens dont certains étaient plus affectés que moi par la maladie, je réalisais que c'est vers ce destin que je me dirigeais et je refusais cette situation. Je n'étais pas dans l'acceptation encore. Mais après l'insistance de la neurologue, je me suis inscrite à l'une d'elles, la musculation de la voix, et plus tard à la classe de chant. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir une famille de gens joyeux, vibrants, allumés, chaleureux, sympathiques et pleins d'humour. On parlait le même langage, on avait la même réalité. On partageait l'information sur la maladie aussi. Comme vous le savez, le Parkinson est dû à un manque de l'hormone dopamine dans le cerveau. La dopamine est l'hormone qui procure la joie, le plaisir, le contentement. On dit qu'avec l'apparition des premiers symptômes, on a de 60 à 80 de dopamine qui est déjà perdu. Tout ce qu'il me restait, c'est de la dopamine synthétique avec les médicaments. Alors, la joie, des fois, il fallait que je la provoque. Mais tranquillement, l'aspect psychologique ou mental commence à être affecté. Pensant à mon avenir, je commençais à broyer du noir, surtout le soir, où j'étais le plus fatigué, le plus vulnérable. J'étais anxieuse plus facilement. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous dire que la spiritualité est très importante pour moi. Je ne vous dirai pas comment j'en suis arrivée là. J'aurais besoin d'un autre temps de conférence pour vous le raconter. Mais dans ma pratique de contemplation, je fais régulièrement un exercice qui consiste à chanter un mantra, le son You, qui se veut un chant d'amour à Dieu. Les hindouistes
en ont un semblable, le son Aum. You est un son vibratoire qui me met en contact avec la partie supérieure de ma personne, de mon âme, la partie divine que je suis. Je demande aussi de l'aide à mon guide spirituel. Pour certains, c'est la présence d'un ange ou tout simplement la présence de l'amour en chacun de nous. Je demande de l'aide, non pas pour être prise en charge, mais pour m'inspirer sur des solutions possibles face aux aléas de la vie que je vis. Les réponses me viennent soit par intuition, soit par des rêves ou des rêves éveillés. En passant, je ne dis pas mon Parkinson, je dis plutôt le Parkinson que j'ai. Je ne suis pas la maladie, je suis beaucoup plus que ça. Je n'ai pas une âme, je suis une âme avec toute la créativité que cela veut dire. Je ne suis pas non plus un être humain qui vit des histoires spirituelles. Je suis un être spirituel qui vit des expériences humaines. Suite à ces contemplations, j'ai eu un élan, une intuition pour faire le ménage dans mes livres de lecture qui en avaient grandement besoin. Je suis tombée sur les suivants, pardon. Redonner un sens à sa vie, qui est un livre écrit par Viktor Frankl. Viktor Frankl, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un psychiatre escapé des camps de concentration. Il a vécu 3 ans d'enfermement sans jamais savoir si sa femme, qui était enceinte avant, et sa famille étaient encore en vie. Il a été finalement le seul à s'en sortir. J'aimerais vous lire une citation, euh, une place qui dit quand nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes au défi de devoir nous changer nous-mêmes. Dans un camp de concentration, tout concourt à enlever au prisonnier son autonomie. Tous les buts habituels de son existence lui sont ravis. Il ne lui reste que la dernière des libertés humaines, choisir l'attitude qu'il adopte dans les situations qu'il est obligé de vivre. Ces outils faisaient appel à l'appréciation de la beauté grâce à la richesse de sa vie intérieure. Il portait une attention spéciale à l'art, à l'humour et au lien social pour enrichir la banalité de sa vie au camp. Mais au lieu de trouver un sens à ma vie, cette relecture m'a permis de redonner un sens à ma souffrance, à la vie, à la maladie. Je me dis, je trouve pas le sens de ma vie présentement, ben, je vais essayer de donner un sens à ma souffrance. C'est d'ailleurs pour cette même raison que j'ai donné mon nom pour participer aux recherches sur le Parkinson. On dit que parfois le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je vais vous raconter l'histoire de Martine, une amie. C'est un nom fictif.
Elle a eu un enfant qui a eu le diabète, qui a été déclaré avec le diabète juvénile à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, il doit en avoir autour de 35-40. Pour ceux qui ne le savent pas, le diabète est une maladie dont le sang a de la difficulté à se rendre aux extrémités artérielles, ce qui occasionne une mauvaise circulation, que ce soit au niveau des pieds, aux mains ou tout autre organe du corps aussi. Ces gens-là ont bien de la misère à se réchauffer les pieds, à guérir des plaies au niveau des extrémités. Alors, je lui dis, comment va Ludovic? Ludovic, c'est le nom que j'ai donné à son fils. Elle me dit, ah, il y a eu un AVC il y a une dizaine d'années. Je dis, ah oui, oui, il m'a dit, il a été chanceux, il a récupéré de tous les effets de l'AVC. Je dis, tant mieux. Mais elle dit, quelques années après, il y a eu une amputation de la jambe. Ah, là, mon cœur me fendait en deux. Je me disais, j'ai des enfants, moi, puis je me disais, s'il fallait qu'il y en ait un qui m'amène annonce ça. Oh, je ne sais pas comment je le prendrais. Mais il faut croire qu'elle a la grâce d'État qui va avec l'État. Et puis, après une couple d'années, cette amputation-là, les reins ont fait des sianaisons bloquées. Alors, il a fallu qu'il soit en dialyse 3 semaines et ses reins ont réagi à la bonté de Dieu et à son profit à lui. Mais j'ai dit, mon Dieu Seigneur, comment t'as fait pour vivre ça? Elle me dit, ben, à travers ça, moi, j'ai eu un cancer de la thyroïde. Il a fallu que je sois opérée. Puis l'opération a fait que j'ai eu un évitement cervical. Ils ont enlevé la chaîne de ganglion qui était contaminée par le cancer. Et la tumeur était aussi prise dans la jugulaire, ce qui fait qu'elle réalisait qu'il y avait des cellules cancéreuses qui pouvaient entrer en circulation. Alors, dans ces cas-là, ils font euh, des examens du bout des cheveux au bout des orteils pour savoir s'il n'y a pas un cancer qui se cacherait quelque part. Et ils ont trouvé un nodule pulmonaire euh, dans son lobe inférieur. Mais je lui dis, t'es chanceuse, ils vont pouvoir faire des thoracoscopies. Tu as dû avoir une thoracoscopie. Une thoracoscopie, c'est des opérations au, au poumon, au thorax, qui font que maintenant, on se sert des trocars pour aller avec des longs ciseaux pour tout fin, pour aller disséquer les tumeurs. Et puis, c'est beaucoup moins euh, agressif. Elle dit non, mon adulte était tellement mal placé qu'il a fallu qu'ils fassent une thoracoscopie d'en avant en arrière. Mais elle dit, j'étais chanceuse. Elle dit, ils n'ont pas coupé de côte, comme dans beaucoup de cas, ils sont obligés de faire. Ils ont dilaté les côtes pour réussir à passer entre deux. Ben, j'ai dit, t'étais chanceuse en effet. Mais elle dit, par la suite, ils ont découvert des métastases vertébrales lombaires. Puis là, il a fallu qu'elle mette fin au téléphone. Elle avait un rendez-vous, puis il fallait qu'elle quitte rapidement. Elle dit, on s'en redonnera des nouvelles. J'ai raccroché, mais je me suis dit, mais de quoi je me plains? De quoi je me plains? Moi, j'ai rien. J'ai vraiment rien. Mais cette conversation-là a déversé en moi une surcharge d'énergie incommensurable. Je l'ai pris comme un cadeau divin. Et cette conversation-là m'apporte encore à ce jour. Quand je ne file pas bien, je me sens pas bien. Puis, je suis pas sûre si je vais être sur le bon côté de la rue, comme on dit.
Ben, je pense à cette conversation-là pour me remonter le moral. Me porte encore à ce jour. Je reviens à mon ménage de livres. Le livre suivant que j'ai attrapé, c'est Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle, que j'ai relu maintes et maintes fois. Si vous permettez que je vous lise ce court passage où il nous dit: malaise, anxiété, tension, stress, inquiétude, toutes des formes de peur occasionnées par trop de futur et pas assez de présence. La culpabilité, le regret, le ressentiment, les doléances, la tristesse, l'amertume ou toute autre forme d'absence de pardon sont causées par trop de passé et pas assez de présence. Je me reconnaissais pour avoir vécu bien souvent dans le passé, puis bien souvent dans le futur. J'anticipais beaucoup de choses suite à ma longue expérience du passé. Pardon. Suite à cette importance de vivre le moment présent, chaque jour, je vais dans ma boîte à outils chercher quelque chose qui me rend heureuse, qui m'apporte de la joie, ici et maintenant. Je vous en partage quelques-uns. Pour rester dans le moment présent, je porte attention à ma respiration. Comment j'inspire, comment j'expire, comment l'air circule en moi. Je suis le trajet de l'air dans ma tête. Je vais jusqu'aux alvéoles, au bout des doigts, au bout des orteils. C'est fou ce que l'on peut évacuer d'anxiété et de stress simplement en portant son attention à sa respiration. En écoutant le webinaire du mois passé avec M. Jean-Philippe Gagné, qui est psychologue, il avait comme exercice pour diminuer l'anxiété et rester dans le moment présent le compte 5, 4, 3, 2, 1, c'est-à-dire qu'il identifiait 5 choses qu'on voit. Je le dis lentement parce que lui, il l'a dit vite, puis j'ai eu de la misère à saisir ce qu'il voulait dire. Fait que je vais le dire lentement. 5 choses qu'on voit, 5 choses qu'on touche, 3 choses qu'on sent, 2 choses qu'on peut entendre et une chose qu'on peut goûter. Dans le fond, ce sont nos 5 sens que l'on met à contribution par cet exercice. Mais en plus des exercices de respiration que je faisais auparavant, là, euh, je réalisais que ça concernait seulement les choses que je voyais. Euh, je pensais, une fois j'ai eu à faire un trajet entre Sherbrooke et Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas ces villes-là, c'est une distance en auto d'à peu près 1 heure et demie. Alors, j'avais beau penser à ma respiration, ça fait loin respirer, respirer, respirer. On finit par euh, porter moins attention à la technique de la respiration. Alors, j'ai décidé
de regarder les arbres. Je les bénissais d'être présents dans ma vie. Je regardais comment les branches et les feuilles dansaient. Je trouvais ça beau. J'écoutais les bruits et les sons de l'automobile ou d'autres que j'entendais de ceux qui nous dépassaient. Puis là, je me suis mis, à un moment donné, à compter les autos blanches que je croisais sur l'autoroute. Et il y en avait pas mal. Mais je trouve que je reviens à l'exercice de M. Gagné, là, 5, 4, 3, 2, 1. Son exercice est plus complet, alors je l'ai adopté quand je fais des longues distances en voiture. Dans mon coffre à outils, pour m'aider à changer mes vibrations lorsque je vois du noir, j'ai aussi la lecture, les sudoku, les mots croisés, les mots fléchés, les mots cafés, etc. Les livres qui font travailler les méninges, d'autres qui font voyager, d'autres qui font rêver. J'ai aussi pour moi, dans mon coffre, un instrument merveilleux qui me permet de faire des visites sans me déplacer. Le téléphone. Quelle invention magnifique. Merci, c'est pour dire merci, M. Graham, M. Bell. Le téléphone qui me permet d'échanger avec ma famille et mes amis que je choisis pour leur qualité d'écoute, de joie et d'humour, d'enthousiasme et de positivité. L'important est de ne pas s'isoler ou de rester isolé. Oh, je n'écoute plus les suspens, les polars ou les films de guerre à la télé qui ont sur moi un effet négatif. Et j'ai mis fin à des relations toxiques qui me drainaient. Heureusement, il n'y en avait pas beaucoup, mais une seule suffit, me direz-vous, pour nous amener psychologiquement au fond du baril. Je préfère cultiver le contentement, la gratitude, au lieu de m'apitoyer sur les pertes, sur les deuils, sur ce que je n'ai plus. Et je remercie la vie pour ce que j'ai. J'en fais un exercice de peut-être aussi de compter chaque jour 3 bénédictions. L'exercice physique est important pour ralentir les effets de la maladie. Vous l'avez sûrement entendu parler de ça. Donc, je fais chaque jour 10 à 15 minutes d'étirement et 20 minutes d'appareil électrique que l'arthrose cervicale et lombaire me permettent. Je sais que pour d'autres, il y a le yoga, la marche, la boxe, etc. Il faut choisir ses moyens pour rester actif. Ma soeur elle marche dans sa maison, elle ne peut pas marcher dehors. Fait elle se promène dans toutes les pièces de sa maison pendant 1 heure. On va où on est à l'aise. Alors, au lieu d'attendre et de subir les effets du Parkinson dans ma vie, c'est moi qui choisis quelle attitude je veux vivre, quelle attitude je veux nourrir, l'amorosité ou la sérénité et l'amour. Mais juste de me dire ça, de me dire ça me remplit de vitamines positives, de paix, de calme intérieur. Comme je le disais auparavant, j'ai le Parkinson, mais le Parkinson ne m'a pas. J'ai le Parkinson, mais c'est moi qui décide comment je veux le vivre. Je termine avec l'histoire de 2 loups. C'est ma fille qui m'a sorti ça, là. Alors, je vous le lis. D'après une légende amérindienne,
nous aurions tous deux loups cachés au fond de nous. Une bataille qui se déroulait en permanence à l'intérieur sans que nous en ayons forcément conscience. Des mots d'une grande sagesse à garder avec soi pour mieux avancer sur le chemin de la vie. Alors la fable s'illustre comme ceci. Un soir, un vieil Indien Cherokee raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens et il lui dit, mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la supériorité et l'ego. Il y a du stock, hein? L'autre est le bien. Heureusement, il a l'air d'avoir autant de stock. C'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père, lequel des deux loups gagne? Le vieux Cherokee répondit simplement, celui que tu nourris. J'ai le Parkinson, mais le Parkinson ne m'a pas. Je remercie bien chaleureusement Hélène pour sa grande disponibilité à me servir de parachute et je vous remercie pour votre écoute. Wow! Je suis vraiment, vraiment touchée par votre témoignage, Madame Crépeau. Je vous remercie sincèrement. Et j'aimerais savoir, Hélène, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose, dire quelque chose? C'est comme tu veux. Alors, ce qu'on vient de voir avec Yolande, et puis je me permets de dire Yolande parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques jours, quelle dame absolument incroyable, c'est qu'elle fait preuve de ce qu'on appelle un coping actif. Coping, ça veut dire faire face à, trouver des stratégies pour faire face à la maladie, composer avec la maladie ou à une situation qui se présente à nous. Alors, je vais faire un petit peu l'éloge du coping actif versus le coping passif, parce que vous allez voir que Yolande, c'est une personne qui est bien adaptée, qui reste, on dit que plus on vieillit, plus on reste soi-même, qui était une personne qui faisait de l'exercice, était une personne qui était enjouée, une personne qui avait de l'humour, et puis qui reste cette personne-là et qui fait face vraiment de façon très active. Donc, cette personne-là qui démontre plus de détresse face à la maladie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas, Mm. mais je veux dire, elle a les outils en main, justement, pour faire face à sa maladie. Puis, selon une étude en 2020 dans le British Medical Journal,
je pourrais donner la référence si quelqu'un l'a vu, c'est que le coping actif, c'est que face à une problématique, la personne va se mobiliser, elle va penser, elle va agir de façon à résoudre la situation. Puis on voit bien que, justement, Yolande, vous êtes comme ça. Vous avez fait preuve de, entre autres, vous avez décidé par vous-même que, bon, vous n'aimiez pas le support, le soutien de votre neurologue, vous êtes allé en chercher une autre. Hein? Euh, vous avez, euh, vous avez continué de faire des exercices parce que vous savez très bien, vous avez été chercher de l'information, comme quoi l'exercice peut aider à ralentir la maladie et nous garder aussi fonctionnels que possible, aussi longtemps que possible. Donc, vous avez été capable, justement, les caractéristiques du coping actif, c'est qu'on est capable de se distancier d'une situation pour avoir un regard plus objectif. Alors, c'est comme, vous avez fait ça aussi, vous avez regardé, bon, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher? Vous avez fait votre propre advocacy, hein? Vous êtes votre propre avocate. Vous cherchez l'intégration sociale. C'est encore une autre caractéristique du coping positif. Hein? Faites partie d'activités avec d'autres gens. Vous partagez votre expérience avec d'autres personnes qui font face à la maladie de Parkinson. Vous acceptez un soutien instrumental. Vous acceptez le soutien physique de votre partenaire. Vous acceptez du soutien émotionnel. Euh, Puis vous cherchez aussi, ça c'est une autre caractéristique coping positif, à trouver les moyens pour atteindre une stabilité ou un calme intérieur. C'est important. Oui, Mm. et oui. Et puis c'est pour ça que, et puis en plus, c'est sûr que quand on regarde ça, le fardeau pour la personne qui est votre aidant, votre aidante, il est amoindri parce qu'elle voit que cette personne-là, que vous êtes autonome dans bien des zones, dont la zone de votre coping, de comment vous faites face à la maladie. Donc, de cette façon-là, justement, moi, je dis bravo et puis je vous dis continuez comme ça parce que, voilà, on aimerait tous être comme vous tout le temps, mais c'est sûr qu'on n'est jamais 100% dans le coping actif. C'est sûr que de temps en temps, on, on se désengage, on essaie de fuir la situation, mais vous faites face vraiment activement à ce qui vous donne un challenge, un défi. Bravo. Oui, merci. Je suis pas toujours comme ça, mais j'essaie de devenir. On essaie de devenir souvent ce qu'on espère. Puis je pense que on sait que c'est une maladie qui est dégénérative. Fait que si on y va pas de l'avant, on va reculer, hein. Fait que moi, c'est ce qui me motive. Puis il y a beaucoup dans le moment présent des raisons qui fait que euh, on choisit des outils pour le vivre, ce moment présent, pour la vivre, notre vie. Comme dirait l'autre, si on fait rien, on va mourir avant notre temps. Fait que, tu sais, on va être des personnes mortes. Moi, je pense que quand on vient au monde, on a un capital, on vient sur Terre pour apprendre à aimer, entre autres, mais que je crois, mais puis à profiter des expériences qu'on rencontre. Mais si on fait rien puis on les subit, on devient victime de notre vie. Y a-t-il pas quelque chose de plus désespérant qu'être la victime de sa vie? Fait que moi, j'aime bien être proactive dans ma vie quand c'est possible. Tu sais, des fois, tu es fatigué puis tu es moins dans le possible, mais tu t'en souviens quelque chose que tu peux faire. Bravo. J'aimerais, merci, bravo, oui, merci Hélène pour tes excellents commentaires. Puis pour rajouter une petite touche, c'est le sens de l'humour, moi, que j'aime beaucoup. Ça allège les choses, avoir du plaisir, provoquer des situations pour rire, en fait. Puis le fait aussi, ce qui m'a marqué, c'est que les groupes de soutien, au début, c'était comme non, non, non. Puis elle s'est donné une chance, Mme Crépeau, de vivre cette expérience-là. Puis ça s'est avéré être très aidant pour elle. Moi, je suis déjà formidable. Donc, merci beaucoup. Puis pour faire suite à ça, on n'a pas vraiment de questions, mais on a beaucoup de commentaires. J'aimerais ça vous les lire, Mme Crépeau. Entre autres, vous êtes une personne inspirante, une personne qui dit ça. Merci pour votre témoignage. Merci, grand merci. Merci pour votre témoignage rempli d'espoir et de résilience. Bravo, Yolande, ce message personnel est très encourageant. Merci. Merci, je suis très émue de votre
inspirant témoignage. Encore des merci, une personne qui dit, qui nomme, merci, ça m'a rejoint. Témoignage très inspirant. L'inspiration revient beaucoup, hein? Wow, c'est vrai, quel beau message, quel beau témoignage. Merci beaucoup. Et ça continue. Nous devons, bon, il y a des gens qui annoncent leur départ. Ils seraient bien restés, mais ils devaient quitter. Euh, il y a une personne qui dit ça m'encourage beaucoup à être inspirante aussi. Merci beaucoup pour ce beau témoignage touchant. Ami de Pierrette qui m'a invité à écouter votre conférence. Ma mère était atteinte de maladie de Parkinson. Vous êtes admirable. Bonne suite. Proactive. Et il y a énormément de messages. Voulez-vous que je continue, Madame Crépeau? J'espère que ça vous intimide pas trop. Ben, j'aimerais ça être tout ce que ces gens vont dire, là. Tu sais, Oui. être formidable, je travaille beaucoup pour le devenir. Oui. Alors, je continue. Il y a même Et- une personne sur le site que je vois qui a dit, et c'est pour ça que je ne serai jamais une Parkinsonienne. Ah, Ah, c'est oui. Exactement bien, la langue que tu disais, hein? c'est Oui, bien. oui. Mais c'est vrai, je peux faire une parenthèse là-dessus. Moi, à un moment donné, il y avait quelqu'un dans ma vie, un amoureux, qui avait eu un cancer euh, de la bouche, de la gorge, là, il a été opéré. Mais du moment où il y a eu ce cancer-là, là, il n'était que son cancer. Tout était en fonction de son cancer. Mon cancer, il le disait à toutes les deux phrases, ça faisait partie de tous ses choix. Je me dis, je sortais avec un cancer, moi, là. Puis finalement, ça ne m'inspirait pas tellement dans fait que j'ai demandé d'essayer de changer de comportement. Fait que je disais, t'es un homme aussi, t'es une âme, t'es quelqu'un, tu n'es pas que ce cancer, tu es beaucoup plus que ça. Mais cette personne-là le voyait, mais ça draine des relations de même, hein. Fait que j'ai mis un terme à cette relation-là. Mais on en entend beaucoup. J'entends des gens parler de mon cancer, puis mon, mon diabète, puis mon Parkinson. C'est un choix s'ils veulent Mm. s'accaparer ou un cancer. Mais moi, le Parkinson, je le mets en dehors de moi. Puis en passant, le titre, ben, ça vient vraiment, j'ai le Parkinson, mais le Parkinson ne m'a pas. C'est vraiment un titre que Mme Crépeau a pensé. Puis ça nous On a en fait. avait un autre, mais il était Donc, il faut que je vous lise ça. Le témoignage le plus inspirant entendu depuis longtemps. Merci tellement, chère Yolande. Vous m'inspirez l'espoir et le courage de continuer à nourrir le bon loup. Ah, c'est bien. Je me suis reconnue à tous les niveaux. Merci de tout cœur. J'espère avoir la chance de vous rencontrer. Vous allez devenir une rock star. Non, mais C'est un le- exemple les positif. livres, les deux loups, là, c'est ma fille Mhm. qui m'a sorti ça sur le courriel, là. C'est, il y a un livre qui a été écrit aussi, La maîtrise de l'amour, qui est un auteur mexicain. C'est Don Miguel de Owen, c'est honorifique, je crois. Miguel, Miguel, Ruiz, Ruiz. OK. Euh, il en parle de cette femme-là dans son... Mais les autres, Énormément de commentaires, Madame Crépeau. En tout cas, c'est vraiment. Le Parkinson est un colocataire que je n'ai pas choisi. Je ne peux pas le mettre à la porte, mais il est avisé de se tenir tranquille. ah, c'est M. Blondeau, ça. Ben, pour la confidentialité, je nomme pas les Ben, personnes. il en a Ah, parlé tout le monde en parle, là. oui, oui, C'est pour oui. ça que je le nomme, sinon les autres, Marc je les Blondeau, laisse en confidentialité. Je ne OK, l'aurais je pas comprends. nommé si lui-même, c'était pas... Bon, oui, oui, je comprends. il m'avait inspiré aussi beaucoup. Tu sais, on peut s'inspirer tous et chacun entre nous.
Tu sais, il Oui. s'agit de savoir, est-ce que ça fait mon affaire, ça, dans ma vie, ou c'était un outil que j'aimerais pas avoir. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, ouais, c'est un colocataire qui se Mm. ramasse pas. Fait qu'il faut Puis, l'avoir à l'œil. Un partenaire Merci, de monsieur. voyage, un partenaire de danse. Ah oui, on a fait. On a demandé. ah bon, en tout cas, c'est une très belle expérience. Je suis contente d'avoir vécu ça aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup. Ça a Et passé très merci à vite. vous. Ça fait plaisir. Puis, je vous remercie les deux, mes chères belles dames. C'est tout un plaisir d'avoir fait ça avec vous, d'avoir organisé ça avec vous. Ça a été une belle expérience, puis je ne l'oublierai pas. Merci à Oriane qui nous aide avec toute son assistance pour bâtir les webinaires, puis est là aussi pour nous conseiller. Et Louise, merci Louise qui a fait la technique aujourd'hui. C'est très gentil d'avoir été là. Je sais que tu es occupée à l'université, mais merci de prendre une Merci heure et beaucoup. demie. C'est toujours Merci. un plaisir. Et Diane, qui est notre bénévole, quand vous appelez la ligne 1-800, Diane, c'est elle qui vous aide lorsque vous avez des difficultés, soit à vous inscrire à des webinaires ou à nos cours en ligne. Son extension, c'est 270. Et j'en profite pour dire notre numéro à l'info, pardon, la ligne d'info et de soutien de Parkinson Québec, 1-800-720-1307. Euh, alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un pour les remerciements? Je pense que j'ai fait le tour de la question. Vous savez bien que le mois prochain, le mois d'avril, c'est le mois de Parkinson. Donc, on a, au lieu d'avoir 2 webinaires au total, on va en avoir 4. Alors, je vais les nommer tout de suite, mais ne vous en faites pas si jamais ça va trop vite pour vous ou que vous n'avez pas le temps de toutes les écrire. Vous pouvez regarder dans nos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, ou me téléphoner sur la ligne 1-800, la ligne d'info, puis je pourrais vous aider avec ça, puis vous répéter les dates, il n'y a pas de souci. Alors, la semaine prochaine, jeudi 4 avril, ça va être à 15 heures. On va parler de l'abolition des pénalités avec la RRQ. Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Hélène, c'est pour les pensions retraite Québec, en fait. Pour les gens, c'est ça qui ont vécu avec le Donc, statut d'invalidité, puis aussi des prestations de la RQ c'est ça, entre c'est 60 et ça. 65 ans. Exactement. Donc, on va avoir Madame Maître Sophie Mongeon qui a travaillé beaucoup là-dessus, qui va nous informer là-dessus. Donc, c'est jeudi prochain. Ensuite, lundi, le 15 avril, à 19 heures, c'est un webinaire scientifique. Ça va être sur les symptômes précoces de la maladie de Parkinson avec Dr. Ronald Postuma. Donc, 15 avril. Et lundi, le 22 avril à 19 heures, c'est un autre webinaire scientifique. Ça va être le rôle de la neuroxine. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, de Hélène. Je ne sais pas comment on Ouais. l'appelle. Neurexine. Rexine. Oui, neurexine pour ralentir le développement de la maladie de Parkinson. Ça va être avec Dr. Benjamin Feller. Et notre dernier du mois, ça va être le jeudi 25 avril à 19 heures. Ça va être sur les jeunes qui ont reçu le diagnostic de Parkinson. Et ça va être avec Dr. Isabelle Beaulieu-Boire. Alors, ça fait la conclusion. Je m'excuse, ça a été long, mais je trouvais important que vous soyez informés. Alors, mais vous pouvez toujours m'appeler sur la ligne d'info. Ça va me faire plaisir de répéter les dates pour vous. Et puis, ben, pour conclure, je vous dis de bien prendre soin de vous, d'adopter une attitude positive comme on a eu l'exemple aujourd'hui. Prenons l'exemple sur Mme Crépeau.
sur le fait de vivre au moment présent, d'avoir de la gratitude et de voir ce qui va bien dans votre vie pour vous encourager. Et ben, comme je disais, on est la veille de Vendredi Saint pour ceux qui le célèbrent. Ben, je vous souhaite joyeuse Pâques à tout le monde. Profitez bien du temps avec les gens que vous aimez. Faites des choses qui vous font plaisir et have fun.